WeSport.fr 100% live. C'est l'heure de Corentin prend le contrôle, spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Bonjour à tous, bienvenue dans CPLC spécial top 50 des entraîneurs de la saison. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de votre nouvelle série. Après avoir effectué hier du top 50 au top 41, voilà, on va continuer un peu plus à rentrer dans les profondeurs de ce classement avec cette fois-ci le top 40 à 31. Je ne serai pas tout seul comme depuis ce début de top. J'aurai bien sûr avec moi coach Maxence. Comment vas-tu? Salut Coco, bonjour à tous. Bon, c'est prêt, t'es prêt là hier, on n'a pas trop blasphémé, ça a été pour toi? Ah, écoute, ma foi, j'ai pas reçu de colis piégé dans ma boîte aux lettres, donc c'est que ça s'est plutôt bien passé, mais écoute, on va essayer de continuer comme ça, hein. Bon, puis avec nous, hein, bien sûr, on a notre troisième troublion et non pas troublion, Maxence. C'est bien sûr Mickaël Carvalho. Bonjour Mickaël. Salut les gars, ça va bien? Eh ben écoute, ça va, super. Voilà. T'as hâte de continuer un petit peu ce classement et de voir des surprises? Ah ouais, grave, ouais. Ah, grave. Ah bah, hier j'ai trouvé que c'était super bien et là j'espère qu'on va continuer sur la même lancée. Ouais, du coup là, voilà les vidéos que vous pourrez retrouver du coup tous les midis de chaque jour sur YouTube. Voilà, après il y a encore quelques déboires techniques qui me caractérisent. On a pris cette petite décision, en tout cas j'ai pris cette petite décision. Maxence, je te propose qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Petit rappel des règles quand même pour nos auditeurs. Écoute, ouais, on va faire un petit protocole d'entrée, hein. Pour petit rappel, donc on se lance dans un petit top 50 des entraîneurs de la saison. Donc on rappelle bien de la saison 2019-2020. De août 2019, on va dire, jusqu'au confinement 2020. L'objectif est très simple, c'est de classer les coachs par rapport à plusieurs critères à peu près déterminants, on va dire, avec une bonne grosse dose de subjectivité et de blasphème, avec comme premier critère les résultats obtenus par rapport à l'effectif et aux moyens dont disposait le coach en particulier. On va pouvoir aussi juger des choses comme le style, la tactique mise en place, est-ce que c'était spectaculaire, etc., etc. Et éventuellement aussi, pourquoi pas, tout le reste, quoi, le management et tout ce qui touche un petit peu au métier de coach, les relations avec les médias, etc. Eh bien écoute, ça me paraît pas mal. Comme vous pouvez le voir, on a cette fois-ci sorti le petit tableau fait par Arthur Géillon qu'on embrasse. Donc voilà, vous aurez tous nos choix comme ça sur l'épisode. Et ça vous permettra aussi de vous y retrouver. De le faire, et de le faire. Et de le faire également, oui, c'est vrai que voilà, si vous voulez nous envoyer votre top 50, il n'y a pas de souci sur les arrobas que vous avez sur le côté. Donc voilà, je vous propose sans plus attendre qu'on commence, messieurs. Je vais peut-être commencer du coup comme ça, comme je vais noter les noms en même temps, ça fera dans l'ordre des prénoms, ça, on aura un petit peu de clarté mine de rien. Donc je vous propose de commencer sans plus attendre, et puis moi je vais vous commencer par ma 40e place. Et on en a parlé au précédent épisode déjà, et je vais placer Steven Gerrard à la 40e place de mon top 50. Voilà, deuxième saison pour lui au plus haut niveau en tant que coach. Il est deuxième derrière le Celtic. Mickaël, t'en as bien parlé hier, donc je n'ai pas forcément besoin d'en rajouter plus. Certes, il est loin derrière le Celtic, mais voilà, il se construit petit à petit. J'ai pas forcément regardé beaucoup de matchs des Rangers pour me prononcer sur le jeu, mais j'imagine un peu ce qu'il peut proposer. En Coupe d'Europe, il est éliminé en 16e, si je dis pas de bêtises. Vous me contredirez peut-être, messieurs. Non, il me semble que c'est ça. Donc voilà, il y a du potentiel, il y a de l'avenir, et puis mine de rien, quand même, il se classe deuxième derrière le Celtic, et c'est pas rien. Donc pour moi, ce sera Steven Gerrard. Maxence, pendant que je commence à remplir le tableau, je t'en prie, quelle est ta 40e place? Mais écoute, tu vas pouvoir faire d'une pierre deux coups, parce que mon 40e, c'est aussi Steven Oh, Gerrard. c'est beau! Voilà, l'entraîneur des Glasgow Rangers. Donc bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter. Pourquoi je l'ai mis 40e? Parce que malgré tout, il y a une vraie progression. Faut pas oublier d'où viennent les Rangers et ce qu'il en a fait. Alors certes, ça a été plus fracassant la saison dernière, mais mais pour autant, il continue à faire progresser cette équipe.
Et ça, c'est quand même beau à voir. Et on voit en fait quand on regarde le Celtic jouer qu'il y a des vraies idées de jeu, derrière. Voilà, c'est beaucoup de recherche de possession. On peut voir un petit peu de jeu de position. Et voilà, il y a une vraie recherche il y a quelque chose, il y a du travail derrière. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire. Après, effectivement, les résultats en championnat sont coup-ci coup-ça. Sont coup-ci coup-ça. Mais effectivement, il y a quand même les performances en Coupe d'Europe qui sont là pour comment dire, pour contrebalancer tout ça. Et quand même, c'est quand même quelque chose qui est assez symbolique. Mais c'est aussi, il y a quand même une victoire cette année. C'est la première victoire des Rangers au Celtic en championnat depuis une Exactement. paire d'années. C'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et c'est quand même quelque chose qui compte. Voilà, le Old Firm de gagner au Celtic, C'est quelque chose. Hein. c'est quelque chose. Donc voilà, félicitations à Steven Gerrard et voir aussi ce qu'il peut donner par la suite parce que mon petit doigt me dit qu'on le retrouvera plus haut dans les prochains tops des années suivantes. Eh bien écoute, merci Maxence. Du coup, vous voyez, bon, c'est le montage en direct hein, par mes qualités de monteur CPCE1. Donc voilà, on a Steven Gerrard qui apparaît en double à l'écran. Et du coup, Michael, je t'en prie, tu peux nous introduire ton premier coach de l'épisode? Et ben alors, pour commencer cet épisode, moi j'ai choisi de placer en 40e Andoni Iraola. Donc en deuxième division espagnole, entraîneur de Mirandes, 7e, qui lutte pour accéder au barrage de montée, mais qui s'est surtout révélé par sa victoire face au FC Séville en Coupe du Roi, et donc qui a réussi à aller jusqu'aux demi-finales, et qui après s'est fait éliminer contre la Sociedad. Donc voilà, un jeune entraîneur hein, qui commence sa carrière, qui me semble était dans l'équipe de Bielsa lors du Grand Bilbao, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble qu'Iraola était déjà là. Et Ouais, tout à fait, ouais. voilà, voilà, c'était, je trouvais ça beau, voilà, club, un club de deuxième division qui va aussi loin en Coupe du Roi, qui élimine le FC Séville, le PTI. Enfin, voilà, bravo à lui et je trouvais qu'il avait sa place dans ce top. Eh bien écoute, Andoni Raola, tu nous as dit c'est Mirandes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, Mirandes. Voilà, vous pourrez aller checker ça. Voilà encore un nom qu'on découvre hein, dans ce top 50 et c'est Je toujours pense très chouette. que, je pense que ça sera voilà un futur coach de première division en Espagne, je pense, d'ici quelques années, je pense, le temps de faire ses preuves en deuxième division espagnole. Je Je crois pense qu'il est qu'on le assez reverra. jeune là, je vois 37 ans. C'est ça, Puis non? voilà, il a déjà appris pas mal auprès de très bons entraîneurs, Une bonne donc base. je pense qu'il a de l'avenir, ouais. Passé par l'AEK Larnaca. Je suis en train de voir en même temps. Très bien, pour cette 40e place, donc voilà, deux fois Steven Gerrard et Andoni Iraola. On commence plutôt bien. 39e position. De mon côté, ce sera voilà je crois le seul peut-être qui a changé de club ou en tout cas qui n'a pas fait toute la saison. C'est Ruben Amorim qui rentre dans mon classement. 13 matchs avec Braga, un match avec le Sporting, qu'il a rejoint il n'y a pas longtemps. Messieurs, vous en parlerez sûrement mieux que moi. Pour vous, je savais que vous êtes des amoureux du football portugais. Moi, j'ai pas regardé un seul match, mais bon, le bilan mérite d'être dressé. Voilà, il a remis sur pied, en tout cas, un truc très intéressant à Braga et il s'était jeté dans la mission Sporting, qui est une mission assez périlleuse ces derniers temps. Donc voilà. Maxence, tu en parleras mieux que moi, je le sais, donc je préfère te laisser un peu plus parler de lui quand son heure viendra. Rendez-vous en septembre alors. Hein. Eh ben écoute, si c'est en septembre, ce sera en septembre, justement, ça laisse à nos auditeurs le temps d'aller chercher et de aussi pouvoir suivre les autres épisodes. Donc du coup, Maxence, je t'en prie, 39e position. Écoute, en 39e position, j'ai un de mes chouchous, c'est Roberto De Zerbi. Donc Roberto De Zerbi, c'est le coach de l'US Sassuolo en Italie, première division. Donc pourquoi avoir choisi De Zerbi en soi, les résultats en championnat sont honorables pour un club qui a le budget de Sassuolo et l'effectif.
Après, moi, c'est plus pour une question de jeu. Donc, Sassuolo est 11e, hein, avec quasiment avec autant d'écart sur la première relégable que sur le premier européen. Donc, ils sont vraiment dans le ventre mou de la Serie A. Mais voilà, moi, c'est surtout une question d'esthétique et de jeu. Voilà, De Zerbi, il a repris Sassuolo après avoir fait une excellente saison à Benevento quand ils étaient en Serie A. Sassuolo avait sauté sur l'occasion pour le récupérer. C'est un entraîneur très jeune aussi, qui doit avoir 40 ans ou à peine moins. Et voilà, c'est des idées de jeu très tranchées, beaucoup de jeux au sol, des doublements de passes, beaucoup d'utilisation des jeux en pivot et une espèce de free offense qui fait qu'on s'ennuie jamais avec sa solo. Alors certes, ça reste irrégulier, c'est capable de perdre ou de gagner, mais quand ça gagne et quand vraiment tout est connecté et que les 11 joueurs sont dans une espèce de zone ou d'unité qui fait que Sassuolo devient un raz-de-marée. Et pour moi, si j'avais un match à conseiller, ce serait le match qui était exceptionnel contre la Roma, où Sassuolo gagne 4-3 ou 3-2, je sais plus, 4-2, pardon, 4-2 contre la Roma, où voilà, c'était deux équipes avec un jeu très ouvert, un jeu très scientifique, beaucoup de recherche de l'espace, etc. Et ça avait été monstrueux, la performance des hommes de Zerbi contre la Roma. Et ça donne une bonne idée de ce qu'est capable de produire ce coach. Et moi, il me fait un petit peu penser au début enfin, à la carrière de Mauricio Sarri, bon, qui était plus vieux, hein, mais à la carrière de Mauricio Sarri avant d'arriver au Napoli, ce qu'il avait pu faire à Empoli juste avant. Et franchement, j'ai hâte de voir déjà ce qu'il peut donner sur les prochaines années, éventuellement avec Sassuolo, mais aussi avec un club qui pourrait avoir un budget conséquent et des joueurs un peu plus huppés. Et je pense que c'est un coach qui a vraiment énormément d'avenir, qui a des idées très, très tranchées. Et si vous voulez vous faire plaisir et que vous comprenez un peu l'italien, allez le voir en conférence de presse. À chaque fois, c'est un one-man show. Donc voilà. De Zerbi, c'est mon 39e dans mon classement. Très bien, Roberto De Zerbi qu'on embrasse bien sûr. Voilà, Michael, 39e position. Quel pays, quel entraîneur allons-nous découvrir? Oh, on va pas. Je pense pas que c'est quelqu'un qu'on va découvrir. Je pense que c'est quelqu'un dont tout le monde connaît. Je ne pense pas que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, mais j'ai décidé de placer Gennaro Gattuso en 39e. Alors voilà, Gennaro Gattuso, c'est un entraîneur dont on a beaucoup d'a priori, hein, parce que voilà, c'était un joueur rugueux et on a cette image d'entraîneur rugueux aussi. Mais après avoir vu le Napoli-Barça, et j'avais été agréablement surpris par son équipe en fait. Je trouvais qu'elle défendait bien, je trouvais que c'était cohérent dans le jeu, alors qu'il vient d'arriver, hein. Lui aussi, c'est un entraîneur qui a pas commencé la saison, qui est arrivé en plein milieu, dans un contexte compliqué avec tous les problèmes qui se passent actuellement à Naples. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même fort de faire 1-1 face au Barça et surtout d'être arrivé à ce match-là avec un projet de jeu cohérent. Et aussi avec l'optique de peut-être se qualifier au match retour, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de le placer là et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire lors de la prochaine saison et voir s'il est capable de faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est encourageant ce qu'il a essayé de faire face au Barça, donc voilà, j'ai décidé de le placer à la 30e place. Très bien, moi pas de spoiler alerte, il n'est pas dans mon top 50, Maxence Non plus. non Moi non plus. plus. Donc voilà, au moins il a le mérite d'avoir été dans celui de Michael, et au moins on en a écouté parler de ce bon vieux Gennaro Gattuso. 38e position, on avance tranquillement, doucement mais sûrement. Moi je vais prendre un petit peu la direction de l'Est de l'Europe et je vais aller du côté de Başakşehir de l'Istanbul. Et ce sera Buruk. Alors j'ai perdu son prénom, je crois que c'est Omar, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai un peu mal Je connu l'ai l'entraîneur. pas. Attends, je te dis Je ça peux de Non, pas te suite. dire. Okan Buruk, pardon. Okan Tiens, Buruk, l'entraîneur d'Istanbul Başakşehir, je sais pas comment on prononce, je m'excuse encore pour toute la communauté turque d'avoir bafoué un tel nom, mais voilà. Il était leader ex aequo de son championnat avec son équipe. Voilà, c'est un coach qui fait beaucoup de choses bien, en tout cas avec son club, que j'ai pas envie d'écorcher le nom. Donc voilà, c'est plutôt plaisant. J'ai pas eu le courage d'aller me refaire des matchs, mais je sais qu'en Coupe d'Europe, ils sont passés en 8ème de Ligue Europa, si je dis pas de bêtises.
Ouais, en éliminant déjà en poule, hein, ils avaient sorti Mönchengladbach au buzzer pour se qualifier avec la Roma. Ouais. Donc voilà. Puis après en 16e, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais Alors attends, je vais retrouver ça. c'était contre Copenhague peut-être, non? Je sais plus. Contre Copenhague, ils ont pas gagné contre le Benfica justement, il y a pas. Je pense que c'était le Shakhtar contre Benfica. Attends, je l'ai sous les Non, yeux. c'est le Sporting. Le Sporting, ouais, Oui, c'est exact. Sporting, Tout à c'est fait. Le ça, Sporting c'est ça. et ils avaient gagné le match aller contre Copenhague là, Ouais, tout à fait. avant l'arrêt de toutes les compétitions. Donc voilà, c'est une équipe qu'on voit régulièrement bien classée en Ligue Europa et qui joue tout le temps les premiers rôles en Super League turque. Donc voilà, pour moi il méritait sa petite place dans ce top 50. Voilà, je sais pas si vous l'avez messieurs, pas de spoiler peut-être si je pense que vous l'avez. Mais Personnellement, je l'ai pas. Non plus, je l'ai pas. Personnellement, eh bien comme ça, voilà, au moins on a des découvertes aujourd'hui. Un petit peu de folie. Donc voilà pour moi, pour Okan Buruk. Maxence, je t'en prie, place 38. Alors, en place 38, j'ai Sean Dyche, l'entraîneur de Burnley. Donc voilà, donc Sean Dyche, c'est sûrement peut-être, ça doit être l'un des Le coachs, football vient de mourir. je pense, ça serait à vérifier, qui est le plus, depuis le plus longtemps en poste dans son club. Ça fait quasiment 9 ans hein, qu'il est entraîneur de Burnley. Il les avait repris en 2011. Donc Sean Dyche, il continue son excellent travail avec Burnley. Burnley qui est cette année top 10 du championnat anglais. Alors après, au niveau du jeu, pour avoir vu quelques matchs de son équipe, ça n'a rien de vraiment révolutionnaire. C'est avant tout une équipe qui travaille ensemble, qui a une attitude assez défensive et qui va surtout utiliser le contre. Mais c'est souvent très très pertinent en termes tactiques. Et voilà, donc puis ça continue à conserver un petit peu la tradition du kick and rush anglais parce que ça joue beaucoup là-dessus avec des centraux qui ne cherchent pas forcément à relancer court, des attaquants, je pense à Vidra, qui sont intéressants dans le jeu en pivot. Et malgré tout, Burnley arrive à avoir des résultats. Là, avant que le confinement s'arrête, ils étaient sur 5 matchs sans défaite et étaient sur les talons d'Arsenal et de Tottenham. Ils sont encore capables de se qualifier en Coupe d'Europe. Ils sont assez près si jamais le championnat devait reprendre. Et voilà, Burnley, c'est pas forcément le nom auquel on pense en premier quand on parle de Première Ligue, mais il faut saluer le travail de son entraîneur qui en a fait une équipe sérieuse, appliquée et qui est souvent le poil à gratter des gros. Donc voilà, Sean Dyche méritait une petite mention dans ce classement en 38e. Eh bien écoute, voilà, pour les amateurs de personnes qui n'aiment pas le football, Sean Dice, ça peut également vous faire plaisir. Michael, je t'en prie, 38e position. Où est-ce que tu nous emmènes? là, on va du côté de Madrid et on va dire bonjour à Cholo Simeone. Donc voilà, j'ai décidé de le placer à la 38e place. Voilà, surtout grâce à sa qualification face à Liverpool, hein, vraiment un exploit. Hein. Peu de personnes vraiment prédisaient une qualification de l'Atlético de cette manière-là. Et voilà, hein, c'est vrai, hier Maxence en a bien parlé, hein, on est un peu déçus de leur championnat et de leur saison globalement. C'est pas ce à quoi nous avait habitué Simone, mais c'est aussi la marque des grands entraîneurs de faire des coups lors d'une saison en fait. Et là, c'est vraiment ce qu'il a fait, quoi. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte de ce que ça représente, quoi. Éliminer Liverpool avec le retour à Anfield, enfin voilà, c'est Simeone, quoi. Et en plus, voilà, il est resté fidèle à ses principes. Hein, sur les 2 matchs, ça a très bien défendu. Voilà, c'est du Simeone. Voilà. Certes, on est déçu de ce qu'il fait en championnat, mais je pense que c'est cette qualification en éliminant Liverpool, elle peut créer une dynamique en Ligue des Champions. Donc, ça pouvait partir sur une saison encore meilleure, je pense. Donc, j'ai décidé de le placer à la 38e place. C'est juste dommage pour ce qu'il a fait en championnat, quoi.
Eh bien écoute, le Cholo qu'on retrouvera peut-être plus tard dans cette émission. 37e position, on continue de descendre dans ce top. Moi je prends la direction de l'Italie avec Ivan Juric, l'entraîneur de l'Hellas Vérone. L'Hellas Vérone qui est 8e de Serie A, voilà, bien installé dans le milieu du tableau, un point derrière le Milan AC et à 3 points de Naples. J'ai eu l'occasion quand même de regarder quelques matchs pour le coup, voilà, je vais enlever le masque de la fraude. Et j'ai regardé surtout les gros matchs, et c'est d'ailleurs dans les gros matchs qui semblent briller le mieux. Je pense à la victoire contre la Juve après avoir été mené, je pense voilà, au nul contre la Lazio, ce genre de choses. Ils n'avaient pas forcément bien démarré leur championnat, mais ils se sont bien repris et au final ils font office de trouble fête et c'est jamais facile de jouer cette équipe qui voilà, joue sa carte à fond, arrive à bien défendre mais aussi à bien contre-attaquer à chaque fois. Donc non, c'est un peu du football champagne à Hellas Vérone. Et c'est une équipe que je conseille. Bon, je sais pas si on pourra regarder du football avant 2021, mais voilà, en tout cas, c'est une équipe qui m'a fait grandement plaisir cette saison. Maxence, 37e position. Je vais enchaîner. Cette fois, on part de l'autre côté de l'Atlantique. Et en 37e position, j'ai Marcelo Gallardo, donc l'entraîneur de River Plate, qui est sûrement avec un autre entraîneur plus du côté du Brésil, sûrement le nom le plus connu en termes de technicien sud-américain, enfin pardon, de technicien qui évolue en Amérique du Sud. Donc Marcelo Gallardo, c'est un petit peu un cas particulier dans le sens où en tant que tel, il fait une saison moins impressionnante que ce qu'on a pu connaître sur les saisons précédentes. Mais pour autant, il continue son travail exceptionnel du côté de River Plate. Donc en championnat, à la 23e journée, il est deuxième à un point de Boca Junior. Donc rien encore de fait, avec la meilleure attaque du championnat. Et à 2 minutes près, il gagne une nouvelle Libertadores. Donc voilà, il a été empêché par un scénario de fou furieux. Mais il était encore pas loin de réussir une saison quasi parfaite du côté de River Plate. Là-bas, c'est une légende. C'est difficile d'imaginer qu'il n'aura pas sa statue devant le Monumental. Et voilà, donc il mérite largement d'être dans ce top. J'ai hésité à le placer plus haut parce que vraiment son travail est magnifique, mais bon, Marcelo Gallardo, comme je l'ai dit, il souffre un petit peu de la comparaison avec les saisons précédentes. Et du coup, bon, il n'est que 37e, mais à charge de revanche pour lui de revenir briller dans des places un petit peu plus hautes dans les prochains tops avec River ou avec un autre club. Laisse Monaco. Je t'en prie, Mickaël, 37e position. Et ben, entre cette 37e position, j'ai placé Julen Lopetegui, donc l'entraîneur de Séville, Ouh, troisième de Liga. Ouais, troisième de Liga, d'accord, c'est intéressant. encore en Europa League. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, éliminé par Mirandés. Mais pourquoi il est 37e? Bah, parce que je trouve qu'il a un, un effectif très très fort. Donc, il a eu des bonnes recrues, il a des très bons joueurs, il a un très bon effectif. Et il aurait pu profiter justement de la méforme du Real, du Barça, et je trouve que c'est pas exploité. Euh, Au niveau du jeu, j'ai pas vu énormément de matchs de Séville, donc je vais pas en parler parce que j'ai pas vu assez de matchs, mais je trouve que par rapport à l'effectif qu'il a, c'est peut-être un peu décevant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais Moi, je suis assez d'accord avec toi, Mick. Moi, je l'ai un peu plus haut, Moi, il est Lopetegui. beaucoup plus haut. en Moi, fait, c'est en comparaison avec la saison du Real et du Barça, en fait. D'accord. je Ouais, suis après, c'est je suis chacun d'accord ses avec, critères aussi, hein. C'est des critères ouais, dans les moi, critères. je suis d'accord avec ton constat dans le sens où, en fait, moi, je trouve qu'il est troisième il est troisième de Liga, du fait qu'il profite énormément de la méforme des gros clubs, que ce Et soit de Valence. l'Atlético, que ce soit Valence, voilà, même les gros, parce que je pense que sur une saison normale, il devrait avoir beaucoup plus de points de retard.
Mais moi, au niveau du jeu, je suis pas convaincu par ce qu'il essaie de mettre en place par rapport à l'effectif, comme tu dis qu'il a. Bah, il a Donc un moi, effectif incroyable, hein. Honnêtement, il a une moi, équipe incroyable. voilà. Donc moi, je l'ai un peu plus haut, mais je comprends totalement l'argumentaire que tu dis. Je l'entends aussi, j'espère que vous entendrez le mien quand il arrivera fin novembre. Et puis après, Lopetegui, c'est un coach qui est, je vais pas dire décevant, quand même pas. Je trouve que décevant, c'est un mot fort, mais il nous laisse toujours sur sa fin. Que ce soit à Porto, que ce soit avec l'Espagne, parce que comment ça s'est passé, bon voilà. Et puis là, c'est vite, quoi. Et au Real Madrid aussi. Qui divise dans un sens. Ouais, il divise, et puis parfois, on a du mal à comprendre ce qu'il essaie de faire. Euh, mais voilà, il a encore. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est encore le début de sa carrière d'entraîneur? Ouais, je pense, mais je suis toujours un peu sur ma fin avec lui. Très bien, donc voilà pour Roulen Lopetegui, donc on retrouvera dans 5 minutes chez Maxence et dans 6 mois chez moi. Eh bien écoute, moi je vais rester en Espagne pour ma 36e position, puisque tu en as déjà parlé il n'y a pas longtemps. Je vais parler du Cholo, Diego Simeone qui arrive chez moi en 36e position. Diego Simeone, t'en as bien parlé. Ouais, on lui a enlevé quand même une partie de son effectif, mais surtout sa charnière centrale, tout ça, voilà, les Lucas Hernandez, les Diego Godin, Griezmann, c'est sûr, mais bon, il a quand même de la cam. On a vu quand même des améliorations là sur le dernier mois de février, etc. avec la double confrontation contre Liverpool. Et même en championnat, ça allait un peu mieux avec Morata qui commence à remettre des buts et même Joao Félix qui commence à prendre ses marques. Mais alors par contre, les 6 premiers mois ont été mais pas cataclysmiques, mais en termes de jeu en tout cas, c'était catastrophique. Et puis dans les résultats, fallait s'accrocher quand tu regardais l'Atlético Madrid, quoi. Si tu voulais pas dormir. Non, non, je te jure, il y a des matchs, franchement, je crois que c'est à C'est Eibar, vrai, hein. c'est un samedi à 16h quand je les vois jouer contre Eibar ou Alaves, je sais plus c'est lequel des deux, mais oh là là, t'avais limite de la peine pour le Cholo, hein. Vous n'avez pas habitué à ça, donc voilà, il arrive désormais, voilà, il est partout, il est dans nos trois tops désormais, donc voilà, mais il y avait quand même des motifs d'espoir, je sais pas si on peut parler d'espoir, mais en tout cas de redorer le blason après la trêve, donc ça commence à aller mieux, puis Joao Félix commence à devenir un homme, comme il aime bien le dire, donc voilà pourquoi le Cholo arrive à sauver un petit peu sa tête dans mon top 50. Voilà Maxence, 36e position, est-ce que tu restes en Espagne pour faire un Moi, petit tour je ne vais pas, je ne reste pas en Espagne. pour l'avion? Je prends du côté de l'Anatolie puisque je vais parler de Tsolimbaï. Donc, il me semble Ah, que mon Mika en ami. avait parlé Exactement. hier. Et Exactement. Mon ami de voilà, donc Sivas. exactement, c'est l'entraîneur de Sivaspor. Donc, spoiler alerte, ça sera pas c'est pas mon entraîneur turc le mieux placé. J'en ai encore un après. Mais Rizat Solimba, franchement, il a fait un gros boulot. Donc, c'est pas un jeune, hein. Il approche de la soixantaine. Il a une grosse expérience en tant qu'entraîneur. Il a à peu près fait tous les clubs du subtop, voire du milieu de tableau turc. Il a fait Osmanlispor. Il a fait pas mal de clubs. Et cette année, bah, il est revenu dans ses terres, parce que c'est quelqu'un qui était né à Sivas, c'est quelqu'un de Sivas, pardon. Et il fait un travail absolument exceptionnel. Donc là, et c'est peut-être ce qu'on disait à propos de Lopetegui, c'est que lui, par contre, profite complètement de la décadence des grands clubs turcs, que ce soit Galatasaray, Fenerbahçe ou le Beşiktaş dans une moindre mesure. Mais voilà, il a réussi à truster la première place avec Sivaspor quasiment tout le championnat, de la première journée quasiment jusqu'au mois de février, où il a connu un petit passage à vide, ce qui fait qu'il a été rattrapé par les poursuivants qui ont une grosse cadence aussi. Je pense notamment à Trabzonspor. Mais voilà, Sivas, d'habitude, c'est un club qui joue le milieu de tableau, voire parfois le maintien, qui a un effectif avec énormément d'anciens de Ligue 1 qui jouaient dans des clubs qui jouaient le maintien ou qui étaient souvent des seconds couteaux dans des clubs de milieu de tableau. Donc, il n'a pas de star, pas de spécialement de gros joueurs. Mais voilà, c'est pour en avoir regardé le match, j'avais regardé le match face à Beşiktaş où ils avaient fait match nul. Voilà, c'est une équipe qui sait très bien défendre, organisée souvent avec un milieu à 3, avec très peu de joueurs créatifs
mais des mecs qui ont un gros volume de jeu, qui sont capables de faire énormément de courses, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et, et voilà. Donc c'est bon, voilà, c'est pas non plus du football révolutionnaire. C'est très ancienne école turque. On parlait de Şenol Güneş et de Fatih Terim hier. C'est un peu dans le même délire, mais il mérite d'être cité dans le top parce il a vraiment fait du gros travail avec Sivasspor. Et si la saison devait reprendre et qu'il arrivait à classer Sivas sur le podium, ce serait quand même une grosse performance de sa part. Eh bien écoute, merci Maxence pour Chalimbai, voilà, qu'on voit pour la dernière fois dans ce top, puisque moi je ne le connaissais pas. Voilà, Mickaël, je t'en prie, à ton tour pour la 36e position. Alors, pour la 36e position, cette fois-ci, on va rester en France. Et j'ai décidé de placer David Guillon, Oui, voilà, qui est un entraîneur vraiment qui nous surprend d'année en année. Voilà, 5e de Ligue 1. Sur ses 8 derniers matchs, il a seulement 2 défaites. Donc une face à Strasbourg 3-0 et une face à Metz. Mais pour le reste, en fait, ce qui est impressionnant chez lui, même au-delà du jeu qu'il essaie de développer, qui est vraiment pas mal, hein, c'est que il a ramené à Reims euh, de la stabilité dans les résultats, en fait. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, sur les 8 derniers matchs, il y a seulement 2 défaites. Je pense que c'est quelque chose à Reims qui est rare, quoi. C'est-à-dire d'apporter une telle stabilité. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit jouer Reims, voilà, on sait que en fonction de l'adversaire, il y aura sûrement une victoire ou alors un nul, mais ça perd peu. Et C'est la meilleure défense du championnat. Hein. ouais, bah oui. Et c'est ça qui est intéressant chez ces clubs-là, c'est-à-dire que bah, un club comme Reims, s'il perd pas ses matchs, ben, ça fera une bonne saison et il sera dans les objectifs, quoi. Et en plus, au niveau du jeu, c'est pas mal. Il a un staff de qualité. Je sais qu'en France, c'est peut-être un des clubs qui utilise le plus la vidéo, qui est le plus dans l'innovation. Voilà, c'est un club qui mérite sa place et c'est grandement dû au travail de David Guillon. Donc voilà. eh bien, David Guillon qu'on embrasse. Est-ce qu'il est sorti du côté de Maxence, David Guillon? Je me rappelle plus. Pas Non, encore. non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Moi, spoiler alerte, il n'est pas encore sorti non plus. Voilà, des coups pour David Guillon. Merci Mickaël, on va enchaîner. Et du côté là, on arrive à la moitié déjà de notre top. 35e position, moi je prends la direction de l'île de Beauté, puisque j'ai parlé de Pantaloni. Olivier de son prénom, si je me trompe pas encore une fois. Donc voilà, 3e de Ligue 2, 52 points, deuxième meilleure défense. Bon, pas une des meilleures attaques, je crois que c'est 5e meilleure attaque, mais voilà, solide. Typiquement le genre d'équipe de Ligue 2 qui peuvent prétendre à rester longtemps en Ligue 1, en tout cas avec les armes qu'ils ont actuellement. Beaucoup de jeunesse aussi, c'est un truc ultra important quand même. C'est voilà, je pense à Tramoni, je pense voilà au petit attaquant de pointe dont j'ai perdu le nom. Ouais. Qui a fait Alexis Flips aussi, hein, le petit belge là sur le couloir. Ouais, Alexis Flips, voilà, il s'appuie aussi sur une bonne défense, on l'a dit, il y avait autour du gardien Benjamin Leroy, qui était juste monstrueux cette saison. Donc voilà, ils arrivent à gagner leur confrontation directe contre Lorient et tout. Donc vraiment une équipe intéressante et ça produit quand même quelque chose dans le jeu. C'est assez intéressant et pour un coach quand même qui est en place depuis un moment à Ajaccio, j'ai pas les années. Je vais regarder ça tout de suite. Mais voilà, c'est une équipe intrigante et qu'on aimerait voir, en tout cas pour ma part, que j'aimerais voir en Ligue 1 prochainement. Elle est en place depuis 2014, donc ça fait quand même un moment. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont pu proposer cette saison, là, c'est Ajaccio, et c'est en grande partie grâce à son travail. Et Parce puis que c'est sûr. Vas-y, Ouais, Max. vas-y, mec. Vas-y. Ouais, c'est surtout Bah, au niveau du jeu, quoi. Ouais, Franchement, moi, pour être un aficionados du FC Sochaux, la Ligue 2, bon, je commence à la connaître de fond en comble. Et honnêtement, depuis sur les 5-6 dernières années, moi, j'ai pas vu une équipe aussi bien jouer que la Ajaccio, avoir un modèle de jeu vraiment hyper clair, ça cherche vraiment le jeu au sol, à jouer entre les lignes.
Il y a une vraie influence du jeu de position, on le sent. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment super, c'est que Pantaloni, on l'a connu en Ligue 1 avec la Ajaccio, on l'a connu au début de sa carrière. C'était un entraîneur dans la veine un peu des Antonetti, des mecs qui sont capables de mobiliser un vestiaire, mais qui au niveau de la finesse tactique, c'était jamais trop ça. Et franchement, moi, son AC Ajaccio cette année, il m'a bluffé. C'est vraiment un coup de cœur, moi, vraiment. Et c'est pour ça que je l'avais mis en wildcard en 50e. Et j'espère pour lui et j'espère pour le football français qu'il va pouvoir accéder à la Ligue 1 et justement amener ses idées aussi dans l'élite du football français. Voilà, Mickaël, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Ouais, ça rejoint un petit peu ce que disait Maxence sur le jeu, c'est-à-dire que ce qui est beau à Ajaccio, c'est que en fait, il casse les codes et quand on parle d'Ajaccio, tout le monde s'attend à une équipe de brutes et c'est absolument pas Exactement, ouais. ça. Et ça fait plaisir justement de voir des entraîneurs qui proposent du jeu, euh, peut-être dans des clubs où on s'y attend pas en fait. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec certains amis à moi qui sont même pas forcément suiveurs de la Ligue 2, mais quand je leur disais, ah, bah, Ajaccio, cette année, ça joue bien et ça va peut-être monter, on me disait, oh non, pas Ajaccio. Et en fait, à Ajaccio, voilà, ils ont cette image maintenant de club corse, dur sur l'homme et tout, et son équipe ne joue absolument pas comme ça, et donc c'est tout à son honneur, hein, à Mm. Pantaloni. Ouais, et puis surtout quand il a pas, en soi, il a un effectif quand on le prend poste par poste, qui est loin de pouvoir rivaliser sur le C'est papier vrai, avec l'effectif de Lens, de Lorient exactement. ou d'autres clubs. Hein. Voilà, tu vois, il y a des joueurs. On est Je en plein pense dans l'optimisation, du coup, Maxence. À Cyril Balaya, par exemple, qui fait une saison exceptionnelle avec la Ajaccio. Il était même pas titulaire avec le FC Sochaux l'année dernière. Donc ça veut dire quand même qu'il a réussi à emmener ses joueurs dans un projet, qu'il a bien identifié ses besoins et que ça marche tout simplement. Quoi. Donc franchement, félicitations à lui, ça fait du bien. Ça fait du Et bien puis, de voir ça. personnellement, moi, je la trouve relevée, la Ligue 2 cette année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il est bien classé, il est à la lutte Avec quand même pas mal de penseurs aussi, là, du coup, on pour est la dans, pas montée. dans ça, mais avec quand même pas mal de penseurs du football, hein. On a Ah ouais, ouais, non, mais elle est relevée, hein, c'est une très bonne Ligue 2 Pélissier, cette année. Furlan, voilà, Pantaloni. Omar Daf, non, pardon. Qu'on embrasse quand même, hein, Omar. Il sait qu'il est devant son écran d'ordinateur, donc on te fait des bisous, Omar. Donc voilà pour Olivier Pantaloni. Maxence, 35e position. Je t'en prie, Eh tu ben peux écoute, avancer. en 35e position, je vais passer la frontière du Rhin et je vais aller chez nos amis allemands et j'ai pris Christian Streich en 35e position. Donc Christian Streich, c'est l'entraîneur du Sport Club Fribourg, de Fribourg. Et bon, il est bien connu hein, dans le football allemand. En France, on n'en parle pas trop, mais en Allemagne, il est bien connu. Il a longtemps entraîné Fribourg. Il avait fait une année de pause, puis après, il est revenu. C'est l'entraîneur emblématique du club de la Forêt Noire. Et il a repris une équipe qui était descendue en Bundesliga 2 il y a deux ans, il me semble, qui était remontée l'année dernière, qui s'était maintenue ric-rac. Et là, cette année, Fribourg, ben, toujours avec les mêmes ingrédients, de la cohérence au niveau du jeu, avec des velléités offensives, énormément de travail sur le gegenpressing. Hein, Streich avec Rangnick, ça a été les précurseurs un petit peu de la mise en place du gegenpressing en Allemagne, qui a fait les succès ensuite de Klopp, de l'écurie Red Bull, etc. Parce que c'est un ancien, Christian Streich, il est pas tout jeune. Et toujours avec les ingrédients d'intelligence au niveau aussi du club en général, sur le recrutement, etc. Beaucoup de joueurs issus de allemande, mais qui arrivent à s'imposer en première division. Et, euh, et voilà, parmi les joueurs qu'il a réussi à mettre en valeur, il y a Kwon, qu'on avait bien connu du côté de Dijon, qui n'avait joué que 6 mois en France, mais qui avait fait forte impression. Et là, il est du côté de Fribourg et il est très bon. Donc voilà, Christian Streich, Il a aussi fait c'est un de, il a aussi fait de Jonathan Schmid un vrai latéral droit, un vrai piston droit. Donc tout à fait, c'est quand tout même de à la fait. magie. Parce que Jonathan Schmidt, oui, il est revenu à Fribourg, hein, c'est ça. Hein, Ouais, ouais, il il joue, joue à Fribourg ouais, cette saison et ouais. il joue piston droit. Donc voilà, C'était si vous justement, voyez ça, vous mouillez-vous la nuque, hein. c'était déjà Streich qui l'avait révélé à ce poste-là à Fribourg au début de sa carrière quand il était tout jeune.
Et du coup, il l'a récupéré pour le remettre à ce poste-là. Donc voilà, Streich, je lui explique pas le football, il le connaît très bien. Et on fait encore du très bon travail avec Fribourg, qui est, euh, qui est il me semble, top 10 en Bundesliga. Je te dis ça tout de suite, je l'avais sous les yeux. Enfin, qui était bien classé à un moment donné, hein, qui était dans la course un petit peu à 8e, la Ligue des je pense. Champions à l'Europe. Ah, huitième, ouais. Bon, il y a eu une période de moins bien. Mais pour autant, il reste à un point de Schalke qui est sixième. Donc il est dans la course, quoi. Donc voilà. Christian Streich en 35e position. Voilà pour Christian Streich. On a eu Pantaloni, Streich, et du coup, on va finir ce trio par qui, Michael? Eh ben, on va finir par Nuno Espirito Santo de Wolverhampton. Voilà, 6e de championnat. Il est sur le prolongement de sa saison dernière, hein. Clairement, il est sur les mêmes critères. Donc voilà, je trouve qu'il a apporté de la stabilité à ce club. Et Nuno, voilà, et je pense qu'il fait partie maintenant des entraîneurs qu'on aimerait voir dans un autre club peut-être un peu plus huppé, avec encore plus de moyens. Bon, on sait qu'il bénéficie déjà du portefeuille de Mendes à Wolverhampton, mais je trouve qu'il fait du très bon travail là-bas. Et, euh, et ouais, voilà, bah, je trouve qu'il fait progresser les joueurs. Je trouve que voilà, maintenant on est prêt à voir des Ruben Neves, pareil, dans d'autres clubs encore plus haut. Et voilà, je trouve qu'il fait du très bon travail, quoi, dans un championnat relevé. On sait à quoi s'attendre. Et voilà. Ouais, voilà, ça ressemble beaucoup encore à l'année dernière, mais et c'est toujours dans la prolongation de ses années précédentes. Il a fait monter le club je crois qu'il bat le record de points, je crois, en Championship ou quelque chose comme ça. Enfin, il était dans les meilleures équipes de Championship de l'histoire. L'année dernière, il finit 7e. Cette année, pour l'instant, il est 6e. Voilà. Je trouve qu'il mérite sa place dans ce top. Très bien, pour Nuno Espirito Santo qu'on devrait revoir peut-être plus tard. 34e position, voilà, on approche de la fin petit à petit. Moi je vais aller du côté de l'Italie et de la Série B, puisque je vais parler de Pippo Inzaghi. Michael, t'en as déjà bien parlé hier. Voilà, 20 points d'avance sur son dauphin, meilleure attaque, meilleure défense, une seule défaite au compteur en 28 journées. Est-ce que c'est sa première saison en tant qu'entraîneur à Pippo? Je suis pas sûr. Parce qu'il a entraîné le Milan à un moment donné. Ouais, il avait le Milan, ouais. Ouais, bon, ce Milan-là, on va peut-être pas trop en parler quand même. Voilà, sinon il a entraîné Bologne aussi et Venise. Ouais, non, c'est pas sa première saison en tant que coach, mais voilà, Pippo qui du coup a pris une équipe quand même qui s'était fait un peu casser les os en Serie A, donc voilà, il fait quand même un petit exploit de les faire remonter immédiatement, donc à voir ce que ça donnera en Serie A et ce sera intéressant à suivre. Donc voilà, il a quand même un parcours en Serie B assez impressionnant. Voilà pour Pippo Inzaghi. Maxence? Alors en 34e, j'ai sûrement un des profils les plus difficiles à classer de ce top 50, puisque je vais parler de Ruben Amorim, donc que tu as déjà évoqué un petit peu plus bas. Ruben Amorim, c'est vraiment une énigme parce que donc il était au début de l'année, en début de la saison 2019-2020, responsable de la réserve de Braga. Si je me trompe pas, Mick, tu peux me corriger si je me trompe. Si, c'est ça, il avait l'équipe De la réserve. C'est ça. Voilà, C'est il avait d'excellents résultats avec la réserve. Il a profité du limogeage de Ricardo Sapinto pour passer avec l'équipe première, qu'il a complètement remis sur les rails et révolutionné. Il a tout de suite apporté des idées très claires. On sentait quelqu'un qui avait une grosse réflexion sur le jeu. Il a changé de système, changé complètement la façon de jouer de Braga, qui était avec Sapinto une équipe qui était sur une espèce de free offense aussi, pas forcément très bien organisée, mais qui avait la qualité individuelle pour se projeter très vite. Avec Amorim, c'était beaucoup mieux organisé autour d'une défense à 3. Il a fait émerger des joueurs sur lesquels le club ne comptait même pas, donc des joueurs qu'il a vus en équipe B, voire des mecs qui étaient en U19. Il a participé à l'explosion de Francisco Trincao qui rejoindra le FC Barcelone à la fin de l'année. Voilà, gros travail. Après, effectivement, au Portugal, ça a fait beaucoup parler parce que après seulement 13 matchs avec Braga,
et un titre. Hein, il a gagné la Coupe de la Ligue contre le FC Porto en finale. Il me semble. Hein, C'est ça. c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est parti donc du côté du Sporting, dans l'enfer d'Alvalade, parce que dans un club où on sait plus trop quelle est la direction sportive. Bon, on n'a pas eu pour l'instant l'occasion de le voir à l'œuvre. Il a fait qu'un match. Mais il y a un gros potentiel derrière Ruben Amorim, qui est un entraîneur très jeune et qui semble avoir des idées très arrêtées. Et donc c'est peut-être lui le digne successeur, le digne successeur de la longue tradition des entraîneurs portugais qui gagnent. Donc hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine avec une période de vide pour pouvoir travailler, mettre à plat ses idées, voir sur quel homme il peut compter ou pas, et peut-être essayer de remettre le Sporting Portugal à sa place, c'est-à-dire dans les trois grands du championnat portugais, statut qu'il était un peu en train de perdre ces dernières années. Voilà pour Ruben Amorim. Michael, je te propose d'enchaîner avec ta 34e place. 34e, Ole Gunnar Solskjaer. Donc, voilà, l'entraîneur de Manchester United, qu'on ne présente plus. Bilan mitigé cette saison, hein, mais on va dire que ce qui le sauve, c'est sa deuxième partie de saison depuis l'arrivée de Bruno Fernandes, où il y a du mieux. Il y a des grosses victoires, hein, notamment contre City. Et je crois que coup sur coup, il bat le Tottenham de Mourinho et le City de Guardiola, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on se demande en fait si c'est à cause des joueurs que ça va pas, ou si c'est bien c'est lui, ou si c'est son modèle de jeu. Personnellement, il est encore en course. Je trouve j'ai vu son match face à Linz, j'ai trouvé ça vraiment bon, vraiment bon. Bruno Fernandes, il a vraiment apporté de belles dynamiques. Donc, à voir l'année prochaine s'il est encore à Manchester United et s'il continue avec cette équipe et avec des nouvelles recrues. Je pense qu'il y a de l'espoir du côté de lui. Je pense qu'on a été très sévère avec lui, à juste titre. Mais il faut aussi dire qu'il a commencé petit à petit à revenir, et voilà, son équipe sur la fin de saison, elle est plaisante à voir jouer. Donc voilà, j'ai décidé de placer la 34e place. C'est vrai que c'est un coach qui intrigue, on va dire, en tout cas Ouais, il est pour intriguant, hein, l'avenir. il est intriguant. C'est pas facile aussi, hein, d'arriver à Manchester United comme ça. Mais voilà, c'est dommage. Voilà, avec la crise du coronavirus, Ça casse un peu l'élan. on sait, ça casse un peu l'élan, mais on ne sait pas ce qu'il aurait donné. Mais voilà, sur les derniers matchs, c'était intéressant. En tout cas, il a eu le mérite de refaire d'Anthony Martial le meilleur joueur français en activité. C'est vrai. Donc pour ça, on le remercie. Voilà pour Gunnar Solskjaer, qu'on va pas retrouver, hein, Maxence, si je me trompe pas dans ton top, parce que moi je sais qu'il est pas dans le mien, mais Non, il n'est pas dans le mien non plus. écoute, on l'embrasse et on lui souhaite à l'année prochaine. Voilà pour la 34e position. On va pouvoir attaquer les trois dernières positions de la journée. Moi je vais attaquer avec du côté, là, on va retourner en Grande-Bretagne, mais cette fois-ci en Écosse, avec Neil Lennon, l'entraîneur du Celtic, voilà, qui a marché sur le championnat écossais, mais qui s'est fait sortir comme Steven Gerrard en 16e d'Europa League. C'est par les Leverkusen, si je dis pas de bêtises, en Europa League, Oui, peut-être qu'on il me contredira. semble que c'était ça, ouais. Il me semble bien. Ouais. Donc voilà, bon, pas grand chose d'autre à dire. Au final, il fait ce qu'on attend un petit peu du Celtic, même si on veut qu'il aille un peu plus loin en Europe, mais voilà, il fait exploser des joueurs aussi comme Hudson Edouard, là qu'on a revu enfin au premier plan, ou même des Olivier Ncham. Je parle surtout des Français parce que c'est des joueurs que j'apprécie, mais voilà, je sais pas s'il est dans vos top, messieurs, donc peut-être qu'on le retrouvera plus tard, mais voilà. On le retrouvera. Neil Lennon, ça fait partie un peu des incontournables qu'on peut placer. Exactement. Dans ce genre On le retrouvera. dans ce genre de top, ouais. Mais après, je regarde pas trop le Celtic, donc tu vois, là, je me base surtout sur les résultats. C'est ma connaissance du football assez limitée, donc voilà pour Neil Lennon. Maxence, 33e position. 33e position, j'ai le dernier coach de deuxième division européenne qui apparaît. Et voilà, je voudrais faire un hommage à Uwe Neuhaus. Donc c'est l'entraîneur de l'Arminia Bielefeld.
qui a contre toute attente, parce que pour avoir pas mal d'amis de l'autre côté du Rhin, il a complètement dépassé ce qu'on pouvait attendre de Bielefeld, qui est de l'Arminia Bielefeld, qui est une équipe qui est généralement plus en train de se battre pour ne pas descendre en troisième division plutôt que pour vraiment jouer la remontée. Et il faut dire qu'il a complètement marché sur le championnat. À l'instant T, il a 6 points d'avance, 6 points d'avance sur le VfB Stuttgart. Avec une attaque démentielle, hein, il a marqué 50, ils ont marqué 50 buts en 25 matchs, donc 2 buts de moyenne par match, en prenant moins d'un. Donc c'est la meilleure attaque et la meilleure défense de Bundesliga 2, avec une équipe qui est hyper attachante parce que c'est beaucoup de mecs revanchards ou d'habitués de la seconde division. Il n'y a aucun joueur vraiment qu'on connaît dans cette équipe, à part si on suit vraiment le football allemand de près. Et donc, l'Arminia, en plus, c'est un nom historique du football allemand. Donc, si on peut les retrouver en première division, si la situation devait en rester là, ça serait quand même un super hommage, parce que c'est un club avec une grosse aficionat, avec un gros tissu de supporters. Et pour parler plus de Neuhaus en détail, bah, à l'image un petit peu de Salim Bay, c'est un coach qui est pas tout neuf, hein, il a la soixantaine aussi. C'est un coach qui a connu maintes et maintes expériences plus ou moins fructueuses par le passé. Et bah, cette saison 2019-2020, c'est sûrement son plus haut fait d'armes, surtout si ça se conclut par la promotion de l'Arminia Bielefeld. Donc voilà, c'est un coach qu'on connaît pas, nous de notre côté du Rhin. Et ça, c'est l'occasion de lui rendre hommage parce qu'il a fait une bien belle saison avec l'Arminia. Eh bien, écoute, des bisous sur cette personne qui a l'air très attachante. Voilà pour ta 33e position, Maxence. Je t'en prie, Mickaël, tu peux clôturer ce troisième larron de la place 33. Eh ben, en 33e place, j'ai placé Chris Wilder, entraîneur de Sheffield United, 7e du championnat. Et je l'ai placé au-delà du classement et de sa place en championnat qui est très bien. C'est pour son côté tactique et stratégique, c'est-à-dire qu'on dit souvent, on entend dire que aujourd'hui dans le football, il n'y a plus de révolution, tout a été déjà fait, tout a déjà été expérimenté, et c'est pas le cas. Voilà, Sheffield United est connu aujourd'hui parce que il joue avec une défense à 3 et un de ses défenseurs central prend le couloir pour emmener la supériorité numérique dans les couloirs et monte très haut. C'est quelque chose qu'on voit très peu. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que Gasperini qui a tenté ça. Et voilà, pour cette raison-là, j'ai décidé de le mettre dans ce top. Je trouve qu'il le mérite. En plus, il est bien classé au classement. Euh, et voilà, ça fait plaisir de voir des entraîneurs qui tentent, qui innovent. Donc voilà, je trouve qu'il méritait sa place. Eh bien, écoute, on le retrouvera certainement plus haut dans d'autres top 50. Voilà pour la 33e place, 32e, on attaque, on arrive voilà, dans le podium, la fin du podium de cette émission. Moi je vais retourner sur nos belles terres françaises et je vais aller du côté de Brest parce que la Bretagne ça vous gagne et surtout quand on a Olivier Dalloglio en entraîneur, eh ben, écoutez, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Voilà, on pense au chalutier, hein, Maxence. Voilà, le stade brestois qui était cher, donc Surtout voilà. surtout sur Football Manager. Surtout sur Football Manager, voilà. Donc, on embrasse Gauthier Larsonneur aussi, qui est certainement dans son écran. Mais ouais, plus sérieusement, Olivier Dalloglio, voilà, qui fait un boulot excellent avec Brest, qui propose du jeu. De toute façon, c'était un peu le cas avec son Dijon, où il avait été viré comme un malpropre. Mais cette saison, là, à Brest, il est 14e, je crois. Donc, dans les standards, de toute façon, c'est un club qui cherche juste le maintien. Mais voilà, il cherche pas que le maintien, il cherche aussi à proposer du jeu et à rendre le maintien un peu plus spectaculaire. Et c'est toujours plaisant. Voilà, il a rendu des buts aussi à Gaëtan Charbonnier en première division, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et voilà, il a également la légende Irvine Cardona sous ses ordres, donc on l'embrasse, il fait du bon boulot, il a des jeunes comme Ibrahima Diallo ou d'autres, et c'est toujours un plaisir de regarder Brest.
Voilà, je vais peut-être reprendre quelques résultats sous les yeux, histoire d'appuyer mon argumentaire, mais voilà, c'est une équipe qui fait toujours plaisir à regarder. Et, voilà, quand on les voit à 15 h le dimanche après-midi, on sait que ce sera pas forcément l'heure de la sieste. Je pense notamment à une déculottée qu'ils aient pu mettre contre Saint-Étienne. Voilà, ce genre de choses qui fait toujours plaisir. Donc voilà pour Olivier Dalloglio. Maxence, je t'en prie, tu peux continuer ce petit top. Bah écoute, en 32e, bon, c'est un peu le crève-cœur, mon crève-cœur de stop, parce qu'en 32e, je vais mettre Mauricio Sarri, l'entraîneur de la Juve. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, c'est pareil, c'est un cas qui est assez difficile à classer, parce que si on regarde les résultats, il est leader du championnat. Bon, il a pas atomisé la Serie A comme ont pu le faire ses prédécesseurs avec la Juve. Peut-être dû sa faute, mais aussi du fait que je pense que l'adversité est beaucoup plus élevée Exactement. Je suis d'accord avec toi. que les dernières saisons. En Ligue des Champions, c'est coup-ci coup-ça. En Coupe, c'est coup-ci coup-ça. Il a sauvé la tête. Enfin, la Juve a sauvé sa tête au buzzer face au Milan. C'était en quart de finale, il me semble, de la Coppa Italia. Bon, sur un penalty, bon voilà, les supporters les supporters des 19 autres équipes de Serie A me diront, bah oui, c'est la Juventus effect, hein, comme on dit. Donc voilà, et puis bon, moi ce qui m'attriste un petit peu, c'est au niveau du jeu. Alors il y a des bonnes choses. Il a amené, un petit peu à l'inverse de ce qu'on attendait, il a amené une vraie sécurité défensive, dans le sens où il a amené la défense en zone, qu'Allegri avait un petit peu délaissé ces dernières saisons. Ça marche beaucoup mieux. Là, je prends très peu de buts. Mais sur le plan offensif, par contre, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi quelqu'un comme Sarri joue avec un joueur comme Matuidi, qui ne colle pas forcément avec ce qu'il a pu faire sur les saisons précédentes. Continue à faire jouer Bentancur qui n'a pas l'air de vraiment progresser. Rabiot, c'est ce type de choix-là. Dybala qui, pourtant, par rapport à ses performances individuelles, devrait être indiscutable, mais qui ne joue pas tout le temps. Voilà, certains choix qui sont un petit peu assez incompréhensibles. Alors après, on n'est pas dans le vestiaire, c'est ce qu'il faut toujours dire. Lui a sans doute ses raisons de faire ces choix-là, mais on peut pas dire qu'au niveau du jeu et au niveau vraiment de la performance pure, la Juventus dégage une vraie domination comme elle a pu le faire sur les années précédentes, que ce soit avec Antonio Conte ou avec Max Allegri. Donc voilà, pour l'instant 32e, à voir ce que ça peut donner si la saison reprend, la saison prochaine, parce que moi je crois en ce coach. Je suis pas persuadé que le fit avec la Juventus soit évident, mais je le sais assez intelligent pour trouver les solutions et pour faire de ce pari un pari gagnant. Donc voilà, 32e Mauricio Sarri. Eh bien écoute, merci Maxence. Voilà la rentrée de Maurizio Sarri. Dans ton classement, Michael, je te propose d'enchaîner. Eh ben, on va parler de quelqu'un dont on a déjà parlé aujourd'hui. Il s'agit de Gallardo, l'Argentin, de River Plate. Bon voilà, Maxence, il en a déjà très bien parlé. Il finit deuxième à un point de Boca. Il fait finale de Copa Libertadores voilà, Gabigol l'en a empêché à la dernière minute. Il fait quand même finale de Libertadores en éliminant des gros d'Amérique du Sud, hein, comme Cruzeiro, les Paraguayens du Cerro Porteño, Boca. Et ensuite, voilà, il perd en finale. Voilà, Maxence a tout dit, hein. C'est un coach qu'on a hâte de voir en Europe. Parce que je pense qu'il a des choses à apporter. Il a déjà gagné le Libertadores, hein, l'année d'avant, au Bernabéu contre Boca. Si je me trompe Il pas, en a c'est ça, même hein. gagné deux. Il en a gagné deux, Oui, hein, voilà, non, il ouais. me semble. Ah bah ouais, oui, sûrement, oui. Ah non, non, il a gagné. Non, Sudamericana, ouais. Ah Sudamericana, ok, pardon, ok. excuse-moi. Ah ouais, pardon. Donc voilà, il est dans ce top, il le mérite. On a hâte de le voir en Europe. Voilà. Je pense que tout a été dit sur lui. Ça fait quand même 6 ans, hein, je suis en train de voir qu'il est coach de River, hein, ce qui est aussi une performance Ouais, dans ce club. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc, Ouais. donc voilà, et non, attends Maxence, tu avais raison, il a gagné 2 Libertadores et une Sudamericana. Ah bah voilà. C'est deux, ouais, j'avais un doute, mais ouais, Voilà, c'est effectivement. Copa Sudamericana en 2014 et en 2015 la Libertadores, puis en 2018 de nouveau. Voilà.
Voilà, voilà. Bien chanceux le club européen qui arrivera à l'avoir. Ouais, donc on passera un coup de fil à Oleg Petrov, voilà, pour arrêter avec cessons avec les novices, il y en a plus que ça. On embrasse quand même un petit bisou à Robert Moreno. Voilà, on va attaquer la dernière place de ce classement. Du coup, messieurs, pour aujourd'hui, on arrive bientôt à presque à 1 heure tout pile d'émission là. Donc voilà, on a encore le temps de parler bien sûr des derniers. Moi, on en a déjà parlé aujourd'hui. Donc ce sera Nuno Espirito Santo qui arrive en 31e position de mon classement. Voilà, qui fait une excellente saison à Wolverhampton. Ils étaient encore en liste en Europa League en 8ème. Ils avaient fait un partout au match aller à l'Olympiakos. Donc ils étaient en position favorable. Ils sont à 5 points de Chelsea en championnat, donc qui est 4ème, donc ils peuvent encore jouer la Ligue des Champions. Et voilà, c'est une équipe qui progresse quand même d'année en année, qui a encore cogné les Wolves, je suis en train de voir, qui voilà, pose régulièrement des soucis à Liverpool, ou qui avait encore gagné contre City. Donc voilà, c'est vraiment une équipe que tu n'as pas forcément envie de jouer, cette équipe de Wolverhampton, voilà, avec des joueurs qui prennent de l'importance. On pense à Harry Ménez, à Ruben Neves, ou voilà, il y a d'autres joueurs qui explosent comme Adama Traoré qu'on a pu voir. Donc voilà, c'est une équipe ultra intéressante à voir jouer, surtout dans la première ligue, avec voilà, un tel vivier de joueurs de qualité. Donc voilà pour Nuno Espirito Santo et Wolverhampton, qui sont donc en 31e position. Maxence, qui est donc ton dernier coach de l'émission. Écoute, mon 31e, c'est encore un coup de cœur. Et c'est de nouveau un coach qui officie en Amérique du Sud, et c'est peut-être l'un des coachs sud-américains qui montent. Et je vais parler de Sébastien Becacece. Donc Sébastien Becacece, c'est quelqu'un déjà qui a beaucoup de chance dans sa vie, parce qu'il a eu l'honneur d'être adjoint et de Jorge Sampaoli et de Marcelo Bielsa. Donc c'est quand même un honneur qui est pas réservé à grand monde. Ah, exactement, tout à fait. Et après une petite brouille avec le Don, il a décidé de lancer sa carrière solo. Donc en partant du Chili, il a laissé Bielsa après le Chili. Il avait commencé à la U de Chile, où il avait eu des résultats, ma foi, intéressants, mais sans non plus être révolutionnaire. Il avait de nouveau rejoint ensuite Sampaoli pour la Coupe du Monde en tant qu'adjoint. Et après, il a définitivement pris son envol en tant que numéro 1. Et il avait pris la modeste équipe de Defensa y Justicia en Superliga Argentina. Pardon. Et il avait fait l'un des exploits de l'année en arrivant deuxième avec un club qui était à la base prévu pour jouer le maintien, et qui s'était maintenu ric-rac la saison d'avant, en promouvant un jeu vraiment hyper ouvert. Bon, comme on peut imaginer les équipes de Sampaoli et de Bielsa, beaucoup de folie, beaucoup de courses, énormément d'intensité, un plan de jeu vraiment hyper précis. Une fois arrivé deuxième, ensuite il avait signé à l'Independiente, où ça s'était pas très bien passé, mais dû au fait aussi que l'Independiente est un club assez instable. Et ensuite il a pris le Racing, donc en fin d'année 2019. Et c'est de là aussi, donc de ça que je voulais parler, parce qu'avec le Racing qui était très mal parti dans son championnat, il a complètement réussi à les redresser, à telle sorte que le Racing est 4e aujourd'hui, à 1 ou 2 longueurs de Vélez. Et il a des super résultats aussi en Coupe intercontinentale. Il me semble qu'il joue la Sudamericana cette année, mais il faudrait vérifier, j'ai un doute. Et voilà, et pareil, en amenant les mêmes ingrédients. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler en Argentine, parce que avec Gallardo, on le présente quand même comme le futur grand technicien argentin, prêt éventuellement à rejoindre l'Europe, sachant en plus que c'est quelqu'un qui est très jeune, hein, qui est très jeune. Il a 39 ans. Il a 39 ans. Okay. Becacece, ouais. C'était quelqu'un qui avait rejoint de toute façon Sampaoli tout début de sa carrière, donc il avait 23 ans, il me semble, de mémoire, quand il le à Sports Boy au Pérou. Donc voilà. Et ben, je connaissais pas beaucoup. Je connaissais pas. Et ben voilà, franchement c'est un coach à suivre. Et du coup je me suis regardé un petit match de Vélez, un petit bout de match de Vélez ce matin, et
Et ouais, bah voilà, c'est un peu du Bielsa dans le texte, Du donc Racing, du forcément. coup, Maxence. Racing, oui, tout à fait, du Racing Club, tout à fait. Et voilà, bon, on sent qu'il avait passé avec Sampaoli et Bielsa, c'est du jeu comme on peut l'attendre, très ouvert, avec beaucoup de variations tactiques, l'utilisation du marquage individuel qui est pas mal, euh, les dédoublements dans les couloirs, avec un latéral qui peut rentrer intérieur ou prendre extérieur. Enfin, voilà, c'est du Bielsa ou Sampaoli assez classique. Mais en plus, c'est un mec qui a un look qui détonne, un petit peu un look grunge. Donc, c'est un gars qui doit être qui a sûrement un bel avenir devant lui et qui pourrait un petit peu révolutionner l'image qu'on se fait des entraîneurs en Europe. Eh bien, écoute, encore une surprise. Avec toi, Maxence, tu es décidément plein de ressources. Michael, je t'en prie, tu peux conclure notre émission avec ton dernier entraîneur de la journée. Eh ben, on va aller du côté du Portugal, hein, du nord du Portugal même, parce que j'ai choisi Carlos Carvalhal, entraîneur de Rio Ave, 5e, 38 points. Euh, il n'y a pas longtemps, il a fait 1-1 à Porto. Voilà. Il joue souvent cette année avec une défense à 3. Face à Porto, ça défendait très bien et c'était une transition offensive très rapide, très bien jouée, notamment avec Taremi devant. Voilà, le Rio Ave est en très bonne main avec un très très bon entraîneur, très expérimenté, qui il y a quelques années avait Bruno Lage comme adjoint, qui est maintenant à Benfica. Voilà. À Rio Ave, les supporters sont très chanceux hein, parce qu'ils ont eu Miguel Cardozo, puis Luis Castro et maintenant Carvalhal. Donc ils enchaînent les bons choix. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est bien menée, qui a des bons résultats. Et je pense que l'année prochaine, c'est une équipe qui aura encore des meilleurs résultats. Eh bien, écoute, voilà pour Carlos Carvalhal. On le retrouvera pas chez moi, Maxence. Est-ce qu'on le retrouvera chez toi? Pardon? Carlos Carvalhal, est-ce qu'on va le retrouver chez toi, Maxence? Absolument, mais plus haut. Absolument. Eh bien, écoute, moi, c'est. Ce qui est bien avec vous, messieurs, c'est que j'agrandis ma J'en étais culture. sûr. J'agrandis ma culture chaque minute, hein, donc je vous remercie. J'oublierai pas de prendre un bon bol d'air frais après parce que là, je vous avoue qu'il y a des noms, il y a des noms que je ne connaissais absolument pas, mais c'est toujours un plaisir et c'est le but aussi de ce genre d'émission pour agrandir la culture. Eh bien, écoutez, voilà, messieurs, pour notre top 10 du jour. Est-ce qu'il y a des choix qui vous ont fait un peu bondir? Est-ce qu'on n'a pas encore, est-ce qu'on n'a pas de blasphème aujourd'hui, Maxence? Après, je suis pas le seul placé pour parler de blasphème, hein. Je pense que vous, il y a peut-être des choix aussi qui peuvent vous étonner. Bah, Non, étant donné que je après, connais pas un moi, choix j'ai sur pas. deux, Maxence, donc je t'en voudrais pas, t'inquiète. Non, non, bah après, non, il y a rien de spécial qui m'a vraiment piqué les oreilles. Puis de toute façon, j'ai pas je ne me permettrai pas de Non, juger, mais de juger comme cela. j'ai bien senti le mépris quand j'ai dit Gattuso. Après, c'est pas grave, les gars. Non, 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 mais pas du tout, pas du tout. En plus, c'est Bah, faux. après, Moi, chacun ses méthodes de coaching, hein. Si crier fort pour ça marche. si j'avais une question à vous poser, Je t'en prie. les gars, sur les 20 que vous avez déjà donnés, Ouais. pour vous, lequel de des entraîneurs que vous avez déjà placés a le plus bel avenir devant lui? Oh, attends, faut que je reprenne ma liste. Ah ouais, alors j'ai plus ma liste, j'ai pas ma liste d'hier là sur moi. Bah, Voilà. attends, si tu veux, je Bah, peux te de refaire, tête, fait de tête. Attends, mais si deux, je peux te les redire, tes 10. Je les ai notés, Mike. T'avais Gastien, Sabra, Inzaghi, Fischer, Chalimbai, Bilic, Schmetzer, Ismaël et Gérard Lampard. Ok, merci. Eh bien écoute, moi je t'avoue que je suis intrigué quand même par Gabi Heinze, surtout s'il est amené à venir en Europe. Je sais pas si c'est celui qui a le Alors, plus bel avenir, mais c'est celui peut-être qui m'intrigue le plus. bah, Heinze, moi, je l'ai pas mis dans mon top. Pourtant, voilà, j'étais fan du joueur. Je suis fan de. Enfin, j'aime le coach qu'il est. Je pense qu'il a un très grand avenir aussi. Et personnellement, je pense. Alors, j'hésite. Après, j'ai bien aimé comme tu as parlé hier de Valérien Ismaël, tu vois, ça m'a donné envie aussi. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Honnêtement, j'en ai trois qui me reviennent. Gallardo, Ismaël et Seabra. Mais Seabra, encore, bon, pour l'instant, il est encore dans un petit club portugais, donc voilà. Mais je choisirais.
Allez, Ismaël. Ismaël, Valérien et Ismaël. toi, du coup, Maxence? Moi, c'est Ruben Amorim, parce que franchement, j'ai vraiment été hyper séduit par les 15 matchs qu'il a fait avec Braga. J'ai l'impression que c'est un mec qui est hyper intelligent, qui sait où il va. Et bon, là, il a une grosse mission. Mais franchement, s'il y en a bien un qui, je pense, est capable de sortir le Sporting de la mouise dans lequel il est, je pense que c'est lui. Et franchement, j'ai très hâte d'être à l'année prochaine pour voir les progrès du Sporting et voir ce qu'il est capable de faire. C'est vrai qu'au final, c'est lui qui a le plus petit échantillon de match, mais au final, Ouais, tout à peut-être les fait. plus grandes attentes. Exactement, c'est ça, tout à fait. Eh bien, écoute, merci Maxence pour cette petite question. On te laisse réfléchir pour la prochaine, pour demain. Maintenant, mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, si vous avez votre top 50 et tout, on est preneur, voilà, sur Twitter, voilà, le @wisport.fr ou sinon le mien, @corentinbjr, voilà, c'est comme vous voulez. On vous attend aussi dans les commentaires de YouTube. Voilà, on arrive à la fin peut-être du repas pour vous si vous regardez à l'heure de diffusion, mais voilà, en tout cas, on vous dit à demain pour les places. Du coup, demain, ce sera de places de 30 à 21. On se rapproche un petit peu, on arrivera à la moitié du parcours. Et c'est toujours un plaisir et on découvrira encore de nouveaux noms, peut-être de nouvelles places, peut-être les premiers blasphèmes, Maxence, hein. On attend peut-être ça avec impatience, hein. Ah, je compte sur toi, je compte sur toi. Ah, toi, demain j'en ai un premier, je pense, il va te plaire, tu vas rigoler, parce que le commentaire en vaudra la chandelle, hein. Mais voilà, donc du coup, voilà, on a 1h11 d'émission, c'est parfait, c'est nickel. Ça plaira à Rico Larger, donc qu'on embrasse toujours. On l'embrasse, les boys. On l'embrasse On et puis l'embrasse fort. on lui souhaite de bien se mouiller la nuque pour les parties d'FM qui nous attendent. Et, et voilà, écoutez, donc profitez bien de la suite de ce confinement. Voilà, vous avez deux émissions en attente désormais. Donc voilà, c'était tout pour nous. C'était CPLC spécial top 50 de la saison. Spécial top 50 des entraîneurs de la saison, pardon. Si je commence à bafouiller maintenant, ça va pas le faire. On a fait les places de 40 à 31. Du coup, on vous dit à demain midi. Voilà, c'était tout pour nous. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée, messieurs. Ciao! Salut!